Voilà, bonjour à tout le monde. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à El Kitab pour participer à cette discussion, à la présentation de l'ouvrage de Wael Gabnaoui, qui sera discuté par Rajab Ben Slema. Je voulais vous dire, tout d'abord, je voulais remercier la librairie El Kitab énormément d'accueillir l'IRMC dans ce mur pour cette présentation. C'est la première fois que nous collaborons ainsi. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de réunir nos publics et nos intérêts et de pouvoir collaborer ensemble. Donc je vais dire deux mots très rapidement des deux intervenants ce soir et puis je laisserai la parole. Alors tout d'abord, l'auteur de l'ouvrage, donc Wael Gabnaoui, est un docteur en psychanalyse à l'Université de Paris. Il est donc d'une part psychologue clinicien, mais il enseigne également à la faculté des lettres de Sousse depuis quelques années. Et depuis 2021, il a fondé un réseau de chercheurs qui s'appelle Border Studies au Centre d'anthropologie de l'Université de Sousse. Il y a enseigné l'anthropologie entre 2016 et 2017. Voilà. Il a également un master en sciences politiques et son intérêt sur les questions migratoires, il nous dira d'où ça lui vient, mais je suppose que d'avoir pris les choses par le biais d'abord de la science politique puis de la psychanalyse n'est pas innocent. Enfin, ça joue dans le parcours et dans l'écriture de cet ouvrage qui est sa thèse, qui est le résultat de sa thèse, la publication de sa thèse. Voilà, quant à Rajab Ben Slema, c'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir en tant que discutante et donc je te remercie énormément. Pour la présenter très brièvement, puisque je suis sûre que vous la connaissez, elle est spécialiste en civilisation arabe, elle est psychanalyste, elle est traductrice également. Elle enseigne actuellement à l'Université de la Manouba et anime un groupe de recherche en psychanalyse qui a la particularité... Un club. Alors, du groupe au club, on choisit le club de psychanalyse, qui a la particularité, si je ne me trompe pas, de s'exprimer, de réfléchir en arabe et entre les deux langues. Voilà, très bien. Donc de faire le pont entre les deux et de s'exprimer en arabe en tout cas. Donc comme vous savez également, elle a été directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie pendant 7 ans, qui est un chiffre porte-bonheur. Donc on va laisser la discussion commencer sur cette bonne augure. Et je vous remercie tous de votre présence. Merci beaucoup Katia. Bonjour tout le monde. Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir l'ouvrage de Wael Gabnaoui que j'avais croisé après la Révolution, je pense en 2012, que j'ai perdu de vue, raté, si je peux dire. Ensuite, je l'ai retrouvé grâce à cet ouvrage et grâce à l'IRMC. En fait, c'est moi qui vous remercie de m'avoir remise sur le chemin et de m'avoir donné une photo de... Bon. C'est pas la peine de me présenter lui, puisque ça a été fait. L'ouvrage de Wael Gabnaoui, intitulé Harda et désir d'Occident, a été paru aux éditions Nirvana en septembre 2022, septembre 2022. Cet ouvrage, c'est important de le dire parce que les seuils, ce qu'on appelle les seuils, sont très importants. Il est dédié à Frantz Fanon et une citation des damnés de la terre est mise en épigraphe cet ouvrage. Je vous la lis. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Voilà. Donc,
Ça veut tout dire sur l'engagement de Wael. D'ailleurs, c'est l'un des points sur lesquels je vais m'attarder. Cet ouvrage est composé de deux parties, une étude de terrain intitulée « Le terrain », dans laquelle l'auteur présente 6 cas de haraga, c'est-à-dire de migrants clandestins ou djihadistes, et haraga et djihadiste, ou bien haraga ou bien djihadiste. On essaiera de vous expliquer cette interchangeabilité à la suite. L'auteur s'est entretenu avec 4 cas et a établi une enquête post-mortem sur 2 cas de djihadistes connus. Tout d'abord, Anis Amri, qui a accompli, comme vous le savez, un attentat au marché de Noël à Berlin en décembre 2016, et Saifan Narazgi, qui a perpétré la tuerie de l'hôtel L'Impérial à Sousse en juin 2015. La seconde partie est intitulée « Politique de l'inconscient, politique avec S ». Elle est plutôt synthétique et théorique, avec quelques vignettes, comme on dit en psychanalyse, mais ce sont des vignettes du même terrain, des vignettes qui concernent les sans-papiers et les migrants clandestins. Donc, ouais, elle exprime le rapport entre l'enquête de terrain et la théorisation par la métaphore du mouvement sphéroïdal. J'ai trouvé cette métaphore très intéressante. Il s'agit d'un mouvement en spirale, je le cite, alliant la théorie et l'expérience clinique. Il s'agit d'un mouvement en spirale, alliant la théorie et l'expérience clinique, un nouveau savoir se constitue. Fin de citation. Ce n'est donc pas la théorie appliquée à la pratique, comme on trouve souvent dans les thèses. Une théorie appliquée à la pratique, ça donne quoi? Ça donne de la tautologie. Ça donne des ouvrages scientifiques avec une valeur heuristique presque nulle. Donc ce n'est pas le cas de Wael. Il s'agit là d'une construction concomitante du savoir informé et élargi, d'où le mouvement, la métaphore de la spirale, informé et élargi par le terrain spécifique à sa recherche. Engagement et implication, richesse pluridisciplinaire et élargissement du champ de la psychanalyse sont les termes avec lesquels je décrirai d'abord la démarche de Wael Gardner. Ensuite, je vais décrire ses principales hypothèses et ses principaux résultats de recherche. Wael interroge des migrants et se présente lui-même comme un sujet migrant. Il ne répugne pas à parler de lui-même, à évoquer ses difficultés, les difficultés à laquelle il se heurte en tant que sujet post-colonisé, comme il dit, dans un monde qui impose des politiques migratoires restrictives aux ressortissants des pays du Sud. Il évoque à la fin du livre une anecdote qui m'a fait rire. Oui, il a été invité à une conférence aux États-Unis. Il n'a pas eu le visa que 2 années après la tenue de la conférence. Cette implication de Wael en tant que migrant, un sujet migrant, est renforcée par le choix de ce qu'il appelle l'observation participante, avec une perspective d'écoute analytique adaptée à sa formation de psychologue clinicien et sa formation d'analyste en cours. Fin de citation. Donc, ce que j'ai trouvé, ce qui fait l'originalité de ce travail, c'est que
il n'évite pas, ne pratique pas l'évitement de sa subjectivité. Mais il ne se laisse pas non plus envahir par ses propres projections et même par ses... Je suis tombée sur une thèse de psychanalyse où on ne trouve que les associations libres de chercheurs. C'est pas une thèse. Donc, il est impliqué, mais pas beaucoup. Parce que, d'abord, ça s'est éteint, je pense. Il y a toujours un problème de micro, c'est la fatalité. Est-ce que vous m'entendez? Bon, oui, il n'abandonne pas l'écoute, il est impliqué en tant que psychanalyste, mais il prend des précautions. Il se présente, première précaution, il ne ment pas. Il se présente aux interviewés comme étant un chercheur, pas un migrant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ensuite, il essaie de maîtriser ce qu'il appelle ses angoisses contre-transférentielles. Le contre-transfert en psychanalyse, c'est l'ensemble des réactions inconscientes du psychanalyste à son rapport au patient, au transfert du patient. En psychanalyse, on parle du transfert. Donc le sentiment et les émotions inconscientes du patient envers le psychanalyste, c'est le transfert, et le mouvement contraire, les sentiments du psychanalyste envers le patient, c'est de l'ordre du contre-transfert. Donc, il essaie de maîtriser ses angoisses contre-transférentielles, ce qui lui permet à la fois de garder un cap scientifique et de maintenir un équilibre psychique dans l'écoute. Au fait, ce sont les précautions analogues à celles du cadre de la cure psychanalytique. On installe ce qu'on appelle le cadre de la cure pour se protéger, pour ne pas être envahi par le transfert et le contre-transfert, et pour garder un cap, le cap de l'écoute bienveillante et suffisamment impliquée, je dirais. Alors, oui, alors, oui, je me perds donc. Oui, elle est aussi un politologue. C'est un psychanalyste doublé d'un chercheur en sciences politiques. Par l'approche psychanalytique, qui est fondamentale dans sa démarche et son référentiel conceptuel, il capte, je cite, il capte au vol les signifiants. C'est ce qu'on appelle, il fait référence là à ce qu'on appelle l'attention flottante. En même temps, il maintient une attention particulière à la politique et à l'histoire. La politique d'un côté, l'histoire de l'autre. Ce qui ouvre d'abord un champ de pluridisciplinarité. Cet ouvrage, je l'ai trouvé admirable parce qu'il est doublement ouvert. Il est ouvert à d'autres disciplines et il ouvre la psychanalyse elle-même en l'hybridant, comme il dit. Les autres disciplines, alors, il évoque les études, premièrement, les études postcoloniales, les border studies, l'anthropologie et l'ethnographie multi-située qui permet de suivre la circulation du sujet dans plusieurs contextes, comme dans le cas de Saïf-Eddin Rizgallah, qui provient de Darfour et qui est allé en Allemagne. Donc, ah oui, je comprends. Oui, voilà. Et donc il a suivi ces deux cas
en Tunisie et dans le pays d'immigration. Cette ouverture lui permet aussi de procéder sciemment à une hybridation, c'est le terme qu'il utilise, de la psychanalyse et du coup un élargissement du propre champ, du champ de la psychanalyse. C'est ainsi qu'il évoque la psychanalyse mineure, ce qu'il appelle la psychanalyse, ce qu'on appelle la psychanalyse mineure. Il la définit ainsi, c'est une psychanalyse du devenir qui n'est pas propre au seul sujet minoré et altérisé, mais caractérise les processus de détermination de la singularité subjective dans son rapport au norme. Fin de citation. L'attention à l'histoire mène vers la psychogénéalogie clinique et étend la psychanalyse au lien transgénérationnel et à la technique socio-psychologique du génosociogramme. Tu nous expliqueras par la suite ces termes. Bon. J'en viens maintenant aux principales hypothèses et résultats de recherche de Webb. Le titre que je donnerai à cette partie serait la prévalence du politique. C'est ce que je vais montrer. Oui, elle établit un lien entre la harga, la migration clandestine, hasardeuse, et le djihadisme. Ce rapprochement n'est pas une spéculation purement intellectuelle. Il émane du terrain. Ce rapprochement émane du terrain. C'est ce qui est intéressant. Parce que elle constate une interchangeabilité entre les deux orientations subjectives, celle du migrant clandestin, haram, et celle du djihadiste. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le haram, je cite, le haram idéalise l'Occident et le migrant vers Allah idéalise l'islam. Un même désir de croire à une vie meilleure, en une vie épique au sens où elle échapperait à la servitude en créditant l'un ou l'autre espace de receler un idéal. La désillusion peut provenir du djihad ou de l'Occident. Mortal, par exemple, est un hara qui s'est converti au djihadisme. Hamdi, au contraire, a pris le chemin inverse. Déçu de Daesh, il rêve d'aller en Allemagne ou au Canada, c'est ça. Ils ont introjecté, dit-il, c'est une explication psychanalytique, freudienne, un idéal. Ici, l'Occident, là, un chef religieux, à la place de leur idéal du moi. Dans les deux cas, on affronte la mort. Parce que ces haragas et ces djihadistes mettent, je cite, mettent en balance une mort vitale et une mort à petit feu. Ils préfèrent donc se tuer héroïquement plutôt que de mourir progressivement à petit feu. Pour expliquer cet attrait, cette attitude suicidaire, elle ne parle pas de processus de radicalisation aboutissant à un passage à l'acte. Car dans le cas des migrants clandestins, du moins, on ne perçoit pas bien ce devenir, cette fanatisation, ces processus de radicalisation. Il fait appel à une hypothèse de Fathi Ben Slema, psychanalyste tunisien, développée dans son dernier livre, Le saut épique. C'est l'hypothèse justement du saut épique. Et cette hypothèse est capable de décrire le ressort subjectif de ces jeunes portés vers un ailleurs fatal. Le saut épique, c'est comme ça qu'il définit, elle le définit. Le saut épique est un moment où s'effectue le mouvement d'un détachement de quelqu'un de ce qu'il a été, de sorte qu'il opère une rupture ou une bifurcation dans son trajet existentiel. Rupture à partir de laquelle il adopte un mode agoniste de paraître, de parler et d'agir
Fin de citation. C'est un moment de basculement où le suicidaire, harag ou djihadiste, devient le personnage de son propre récit. La migration vers l'Europe pouvait dès lors être qualifiée de saut épique vers la religion industrielle issue du développement du capitalisme. Je cite, ouais. Le saut épique est le chaînon qui explique l'acte suprême du terroriste ou du harag. Mais il n'explique pas la détresse et le mal-être de ces voyageurs extrêmes. Avant le saut épique, qu'est-ce qui se passe? Tout en se référant à la psychanalyse, Whewell évite l'essentialisme. C'est pas lui qui le dit, hein, c'est moi qui le dis. Évite l'essentialisme culturel ou religieux. Je le cite. Il ne s'agit en aucun cas d'élever des processus psychiques individuels à une hypothèse sur la formation collective, comme par exemple ce qu'on appelle la personnalité de base, ni plus concrètement d'admettre l'existence d'une psyché collective migrante tunisienne. Fin de citation. Il évite aussi d'imposer une étiologie pathologique, collective ou individuelle. Il nie l'existence d'un noyau pathologique au sein de l'islam. Ce n'est pas la folie religieuse, comme beaucoup le prétendent, qui explique les attentats terroristes. Il ne parle même pas de structure de la personnalité, comme le font les psychanalystes. Par exemple, il aurait été possible de poser le diagnostic de borderline s'agissant de T. T ressemble beaucoup à borderline, avec ses automutilations, son agitation, son instabilité extrême. Mais toi, tu ne le dis pas. Tu me diras pourquoi. Bon. Mais bon, il s'abstient de pathologiser. Voilà. Au fait, je le sais pourquoi, mais tu m'expliqueras pour le débat, oui. Même si tu le fais à un seul moment de ton livre, quand tu parles des mères des harag. Là, à ce moment-là, tu parles de mères fusionnelles. Alors que pour moi, ce sont des mères, tout simplement. Des mères et des pleureuses. Et c'est une posture culturelle, c'est bien ancré dans notre culture, la mère qui pleure ses enfants. Est-ce qu'une mère est capable de faire le deuil d'un enfant? Je ne pense pas. Donc, tu m'expliqueras par la suite pourquoi tu as traité ces mères de fusionnelles alors que moi je voyais des mères endeuillées. C'est le seul moment où une pathologisation apparaît. Voilà ce qu'il dit, comment il définit d'une manière négative ces sujets, haraga ou terroristes. Ce ne sont pas des pervers constitutionnels, ni des fascistes ou des jouisseurs congénitaux. Tu ne le dis pas, mais je pense que c'est ta manière de dire que ce ne sont pas des serial killers, par exemple, parce que les serial killers sont des pervers constitutionnels. Ce n'est pas le cas. Même si ces sujets tuent, et tuent massivement parfois. Au lieu du pathologique, Whewell laisse place au politico-historique. C'est pour ça que j'ai parlé de la prévalence du politique. Le fil rouge de son ouvrage est la démonstration du tragique de la situation du harag et du djihadisme. Le mot tragique, c'est moi qui l'emploie. Je vais essayer d'exposer les éléments de ce tragique, de ce foyer de détresse des jeunes sujets postcoloniaux, c'est ce qu'il dit, écartelés entre deux mondes en paix, celui du sacré religieux et celui de la technoscience industrie occidentale. Je vais montrer donc la situation qui est, elle, pathologique. C'est la situation qui est affolante. Ces gens ne sont pas fous, mais c'est le politique qui les rend fous, en quelque sorte. Premièrement,
Premièrement, ces sujets sont des empêchés. Et ouais, elle parle de la psychanalyse de l'empêchement. Des empêchés de circuler, des frontiérisés. Ça veut dire que ce sont des sujets auxquels on impose des frontières. Dans un monde pourtant mondialisé, c'est ça le paradoxe. Pourtant, dans un monde pourtant mondialisé, cet empêchement a des conséquences. Je cite, la privation du droit de circuler dans un monde de mobilité généralisée transforme un simple désir de voyager à un furieux désir de quitter le pays, parfois pour ne plus revenir. Le mécanisme est connu, la chose interdite est la chose la plus désirée. Quand on interdit le voyage, ce voyage devient une hantise. Deuxième point, deuxième aspect du tragique, ces sujets sont empêchés de circuler alors que pour les Tunisiens, l'Eldorado, c'est-à-dire l'Europe, est trop proche. On la voit à l'œil nu. On voit l'Europe, on voit Lampedusa, etc. quand il fait beau. Et donc, cet Eldorado donc, est à la fois proche et inaccessible. Cette immobilité empêchée se traduit par la sensation de l'étouffement qui revient sans cesse dans les discours de tous les interviewés, je pense. L'étouffement. Très bien. Troisième point, ces sujets sont les doubles victimes des pays d'origine et des pays d'immigration. Ils sont maltraités ici, maltraités là-bas. C'est tragique, cette double maltraitance. Je cite, à ces jeunes, leur pays d'origine répondent par des mesures policières humiliantes. Les pays où ils parviennent malgré tout à mettre les pieds par des accueils ultra conditionnels, bureaucratiques, toujours surdéterminés par des considérations économiques rarement à la hauteur de leur détresse, de la détresse réelle. Fin de citation. Quatrième point, ces jeunes sont victimes de ce qu'on appelle le mensonge migratoire. L'Eldorado fantasmé s'avère toujours, sinon souvent, s'avère être un enfer. L'auteur a inventé le mot, un mot composé de dealer et de migrants, d'immigrants. C'est très joli, d'immigrants, parce qu'il a constaté lui-même, il a fait du terrain en Europe, il a constaté que la plupart des migrants sont contraints de vendre la drogue pour survivre, pour avoir un logement. Cinquième point, après le drame de la désillusion, ces jeunes vivent un autre drame, celui de l'expulsion. Sixième point, parfois le retour au pays devient le paradis fantasmé pour les sans-papiers. Les procédures sont longues et l'attente torturante. Oui, elle rapporte que le consul tunisien à Berlin lui avait dit « Les Harada viennent demander les papiers qu'ils ont jetés. » Terrible. J'ai une question là. Comme je pratique moi aussi, je capte au vol les signifiants. J'ai capté un signifiant très important, le signifiant du couffin, le kofa. Pour ceux qui sont en prison, un des interviewés a parlé avec nostalgie du pays natal, où au moins si on est en prison, on nous amène un kofa. Et puis, un autre a parlé de l'ambiance familiale, du soutien familial qu'il peut avoir dans le pays natal et qu'il n'a pas en Europe. Donc, est-ce qu'il y a un désir de retour? Est-ce que, je ne sais pas, je pense que tu n'as pas suffisamment thématisé cette nostalgie. Et ce côté du pays natal qui est différent. Ce pays natal est beaucoup moins individualiste que l'Occident. Le couffin, je pense, représente ou symbolise
cette solidarité familiale, le lien, cette importance du lien familial dans les pays du Sud. Voilà, je te pose la question parce que j'ai trouvé cet aspect du désir pas assez thématisé par toi. Non, tu répondras après. Parce que je dois énumérer, je suis au numéro 7, je vais terminer bientôt. 7e point, les propositions d'accompagnement financier par les autorités. Il y a un acronyme OFII, OFII, voilà, qui donne des subventions pour encourager au retour voilà, volontaire. En faveur des immigrés, tout d'abord ce retour n'est pas si volontaire que ça. Ensuite, ces promesses s'avèrent difficiles à réaliser et parfois même mensongères. Le récit de Lamia en est une preuve. Outre les restrictions actuelles à la mobilité, il y a les traumatismes de l'histoire, de la mobilité. Il y a le drame, ce tragique des restrictions à la mobilité, mais il y a une autre source de tragique qui est l'histoire, qui est ce que tu appelles les traumatismes de l'histoire. Il y a d'abord le traumatisme lié, le refoulé, ce qu'il appelle le refoulé colonial. Le départ vers l'État islamique relève, d'après Well, d'un retour du refoulé racial de la colonisation. Le traumatisme colonial, renvoyant le sujet colonial à un Orient islamisé, devient chez les sujets postcoloniaux qui choisissent d'effectuer cette migration vers le GIEL une raison d'agir, une sorte de confirmation par sa négation d'une catégorisation coloniale. C'est la raison pour laquelle elle montre l'ambivalence des migrants envers l'Occident, même s'il a retenu le concept du désir d'Occident pour le titre de son ouvrage. Oui, je pense que l'ambivalence est peut-être aussi importante, sinon plus importante que le désir d'Occident. Il y a, parce qu'il y a de l'amour-haine. Donc je pense que l'ambivalence est plus importante. Tu me diras pourquoi tu as choisi comme titre le désir d'Occident, alors que ça pourrait être l'ambivalence envers l'Occident, puisque même les haragas, pour les djihadistes c'est clair, ils se vengent. Pour les haragas, si on trouve dans leur discours cette ambivalence. Je répondrai après. Il reste 2 minutes. Alors, une autre source de tragique liée au traumatisme d'histoire, les traumatismes qui ne sont pas liés à l'histoire coloniale, mais qui sont liés à l'histoire locale. Et là, je trouve que ouais, elle ouvre un terrain vierge. Je pense qu'on doit travailler, enfin, je ne suis pas historienne, mais je pense qu'on n'a pas travaillé assez. Du moins, on n'a pas médiatisé ce savoir historique sur les traumatismes de l'histoire. Je donne 2 exemples. Ce sont les 2 exemples, ce sont les exemples les plus importants. Enis Amri provient d'une région sinistrée, Ossétie, longtemps opposée à l'autorité centrale, et à Ossétie, il y a eu une population qui a été obligée de quitter le territoire. Jebel Oslé. Toi, tu dis après 56, moi je pense que c'est au XVIIIe siècle. Khaled est là, tu me diras après. C'est un drame, hein, mais j'ai rien trouvé. Il y a une encyclopédie tunisienne en ligne. J'ai pas trouvé d'article sur. C'est le travail qui reste à faire. Produire des ressources numériques parce que je ne vais pas m'amuser à aller à la Bibliothèque nationale. En plus, je suis
pour chercher... Oui, d'accord. Non, mais je veux dire que ça aurait été pratique de trouver un article de l'encyclopédie tunisienne sur Jbal Mouslet et sur ce drame. L'autre drame, Saïfeddine Rizki. Saïfeddine Rizki est, lui, quant à lui, originaire de Carrefour. Carrefour, c'est une petite ville à une centaine de kilomètres de Tunis, a eu un passé politique traumatique en termes d'humiliation et de répression policière. C'est à Carrefour que Nabil Barakati est né. Nabil Barakati est un communiste qui a été torturé en mai 1987, torturé à mort, ensuite jeté dans une décharge publique. Il faut qu'on en parle. D'ailleurs, je te citerai le 8 mai, je vais écrire un post sur Nabil Barakati, évidemment on te cite. Voilà, parce qu'il faut qu'on travaille sur ces blessures de l'histoire. Donc, ce sont des traumatismes transgénérationnels qui constituent un refoulé d'un autre genre. Pour conclure, je laisserai le mot de la fin à Web, mais je vais lire un paragraphe. Un mot, une citation, enfin une phrase à la fin de son ouvrage qui montre l'originalité et la pertinence de sa démarche et la pertinence de l'ouvrage. Ça se trouve à la page 326. 326. Voilà ça. Un deuxième point, sans cette démarche archéologique, il parle donc de ce travail, sur cette réflexion sur les traumatismes de l'histoire. Sans cette démarche archéologique, je serais demeurée emprisonnée, soit dans une lecture strictement sociologique, privilégiant des causes telles que la pauvreté, l'humiliation sociale, le chômage, soit dans une explication strictement psychanalytique, clinique, faisant peu de cas des aspects politiques, sociaux et anthropologiques de ces débats. Voilà. Ni ceci, ni cela, mais les deux à la fois, le sociologique, enfin pas les deux, c'est à travers donc, la question, le concept de saut épique, et à travers cette description du tragique de la situation du harak et du djihadisme, Webel donc condense le politique, le psychique, le social et l'historique. Merci de votre attention. Donc, merci Madame Rajab Islam pour cette belle présentation. Merci pour les RMC de m'avoir invité pour présenter mon livre. Donc, c'est ma deuxième expérience avec les RMC. J'étais déjà, en fait, j'étais boursier de CNRS et le RMC qui a géré mon dossier administratif en 2016 pour faire le terrain une partie de terrain de cette thèse. Donc voilà, peut-être je commence pour répondre à vos questions, plusieurs questions en même temps, mais peut-être je vais avoir un enchaînement un peu méthodologique pour répondre à toutes vos questions. Donc une partie en fait, ce livre est la transformation de ma thèse de doctorat en psychanalyse et psychopathologie intitulée Harga et désir d'Occident, autant de djihad, fi waqt al-jihad, zaman al-jihad,
donc études psychanalytiques des subjectivités migratoires. Bon, j'ai oublié le titre de ma thèse. Donc j'ai vu les conditions de publication et tout, donc j'ai enlevé une partie très importante que je trouve qui est la partie historique. Donc ce que j'ai fait l'historisation de la migration clandestine. Qu'est-ce qu'un migrant clandestin? C'est une partie de 100 pages que j'ai pas pu publier dans ce livre, donc qui montre comment en fait l'origine de la migration, comment la Tunisie était un pays d'accueil, ou avant la colonisation, comment les Tunisiens ils avaient le droit de circuler partout et étaient à l'époque considérés comme des sujets musulmans. Donc il peut circuler du Maroc ou de l'Espagne ou du Maroc, bon après l'Andalousie et tout, donc jusqu'à l'Inde ou la Chine en tant que migrants clandestins, et comment, après la colonisation, et surtout pendant les années 90, les Tunisiens sont trouvés empêchés de partir. Là, à côté, l'Italie, c'est 1 heure moins quart en avion, en fait. C'est vraiment... l'Europe, c'est chez nous, l'Europe, donc c'est notre territoire quoi, de mobilité, de circulation. Donc c'est cette partie qui m'a éclairé. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de historiser les parcours des haragas, et aussi j'ai fait, après je vais montrer pourquoi j'ai fait le lien entre le haraga et le djihad. Donc ma première expérience de ce terrain, c'était dans le cadre de l'association Psychologues Solidaires qu'on a créée en 2013, suite à la demande des familles des migrants disparus tunisiens. Une de nos collègues, elle s'est présentée dans une conférence de presse à l'époque avec la FDS, je pense, et elle s'est présentée comme psychologue clinicienne dans une conférence de presse pour parler de la migration. C'était en 2012, décembre 2012. Et après la fin de la conférence, plusieurs personnes y sont venues vers elle, c'était les mamans des disparus. On n'avait aucun lien avec eux, et en fait aucune réflexion vraiment. Donc ils ont dit, docteur, on ne dort plus, on n'arrive plus à dormir parce qu'on n'a pas la vérité de nos enfants, on n'a pas pu enterrer nos enfants s'ils sont morts, ou on n'a pas un papier qui dit s'ils sont disparus ou quelque chose. Donc c'est la problématique de deuil en général, deuil compliqué, complexe, pathologique. Donc c'est des personnes qui n'ont pas eu les corps de leurs enfants pour les enterrer et pour passer à autre chose, sachant que la mort est plus facile que la disparition, parce que voilà. Donc, et moi, ma première expérience avec le sujet de la migration, c'était en 2011, juste après la Révolution. J'étais recruté avec le Fonds des Nations Unies pour la population pour accueillir les migrants qui quittent la Libye et qui se trouvent en Tunisie, qui n'avaient aucune idée de la Tunisie, qui sont déjà là depuis 2 ans. Il y a plusieurs migrants que j'ai croisés, un migrant aujourd'hui que j'ai déjà croisé en 2011 en Tunisie. Par hasard, je l'ai croisé au centre-ville. Donc c'était ma première expérience avec des gens, on va dire, exilés ou réfugiés, traumatisés, qui ont vécu des traumatismes de guerre, ou suite à la révolution libyenne qui est devenue, dans quelques mois, une guerre civile en Libye qui étaient obligés de participer à la guerre, ou des personnes qui ont trouvé leur famille torturée, tuée, égorgée chez eux, ou que leur argent a été volé pendant la guerre civile en Libye. Donc, du coup, suite à la demande des familles, on a dit, moi j'étais engagé dans le mouvement étudiant, c'était la révolution, l'ouverture, pourquoi pas, voilà, il manque des institutions psychologiques, de prise en charge. En Tunisie, à part l'hôpital Razi, il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a pas des institutions d'accueil, d'écoute, de prise en charge. Donc nous, on était actifs, on a monté une association qui s'appelait à l'époque Psychologues Solidaires pour prendre en charge ces familles des disparus. Et donc là, j'ai remarqué qu'il y a dans les consultations psychologiques, j'ai remarqué qu'il y a un lien très fusionnel entre les mamans, pour répondre à ta question, donc entre les mamans et leur fils haraga. Donc j'ai commencé à réfléchir à cette question, toujours à dire « Ah, c'est lui, c'est le meilleur, le plus proche voilà. Donc j'ai commencé à développer
des réflexions psychanalytiques, un peu lacaniennes, dans le sens où, voilà, un peu la relation fusionnelle. Après, je vais vous parler de ce que j'ai développé et j'ai critiqué après dans la thèse. Donc, et suite à la fin de ce projet, parce que le projet a été encouragé par la fondation ou le centre de psychothérapie France Fanon à Turin, qui est dirigé par Simone Nataliani et Roberto Beneducci, deux psychiatres psychanalystes engagés en Italie. Donc on avait un petit financement de 12 millions de dinars, donc c'était vraiment pour, voilà, donc comme tous les financements qu'on les reçoit, les ONG en Tunisie ou en France ou partout, c'est toujours le problème. Quand on commence un projet, moi ce que je dis, on ouvre le traumatisme des gens, on commence parce que prendre en charge une personne, c'est une responsabilité. On ne peut pas prendre en charge une personne pendant 1 an. Donc ça veut dire laisse-le tranquille, il va s'adapter, il va se débrouiller, il va peut-être transformer sa souffrance en cause politique, il va trouver sa façon de se réparer dans un monde où il n'y a pas des psychologues et des institutions. Donc le projet a pris fin dans 1 an, parce que nous on était étudiants à l'époque et tout, donc j'ai dit pourquoi pas je fais une recherche sur le lien entre les mamans et leurs enfants disparus. Et après, ce que j'ai fait, parce que toujours la personne meurt, donc il est idéalisé dans la famille, tout, etc. Donc j'ai décidé de rencontrer d'autres personnes, que leurs enfants ils sont partis, et ils ont réussi leur migration ou ils ont échoué, mais ils ne sont pas disparus, pour voir le lien, sachant que dans ces rencontres, je suis plus dans une rencontre clinique de prise en charge, donc j'ai déplacé mes objectifs dans le cadre de recherche, quelque chose que je peux faire avec mes moyens et tout. J'étais inscrit à Paris 7 sous la direction de Fethi Benslama, donc psychanalyste et directeur d'une affaire psychanalytique à l'époque. Et j'ai fait ce travail. Donc dans la clinique, il y avait deux choses principales. Donc c'était le lien entre la maman et la destination migratoire. Par exemple, il y a des familles, des haragas qui ont fait des tatous. Il a Rome dans sa main gauche et maman ou mamie ou le nom de sa mère, donc c'est dans la main droite. Donc c'était un peu un parallèle qui m'a beaucoup intrigué, c'était insignifiant. Donc j'ai dit c'est quoi le lien entre l'Europe ou Rome ou Paris et sa maman. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir sur cette question. Après, dans le cadre de ma thèse, sachant que j'étais étudiant tunisien qui part avec un background psychanalytique voilà, très modeste, donc j'ai essayé d'appliquer la théorie psychanalytique sur cette personne, dans le sens où j'ai écrit un article à l'époque, Traverser la mer pour satisfaire la mer, parce que toujours ils disent que je pars pour faire plaisir à ma mère, pour lui payer un pèlerinage, pour lui construire des fenêtres en aluminium. À l'époque c'était à la mode et tout, donc il y avait beaucoup de rivalité aussi dans les quartiers populaires ou autres. Même il y a des personnes qui avaient des bonnes conditions de vie qui partaient, donc c'était pas que des personnes pauvres, comme on dit, c'est la pauvreté la cause de départ. Non, c'est la recherche d'une vie meilleure et d'une vie digne, en fait, pour moi. Voilà ce que j'ai remarqué dans ce travail. Donc, et j'ai développé aussi quelques théories dans le sens, le harag et le phallus de sa mère, donc et elle, avec son fils, qu'elle va trouver une solution, qu'elle va se libérer de patriarcat, de plusieurs choses, mais je me suis trouvé en train de reproduire aussi un discours patriarcal. Et dans la thèse, j'ai une grande partie de ma thèse, suite à aux plusieurs discussions dans les séminaires et tout, donc j'ai renversé la théorie, j'ai développé la théorie de l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, et j'ai dit, voilà, c'est la maman est l'alliée de son fils qui a le droit de partir en Europe ou n'importe où. Toute maman, elle va encourager ou soutenir son fils, toute maman est fusionnelle avec son fils, il était dans son ventre, après tout, donc il ne faut pas des théories pour comprendre ça.
Et lui, c'est l'allié, sa mère est son allié, et lui, il est l'allié de sa mère pour se libérer des restrictions des frontières et de la répression de la question frontalière qui vraiment rend la vie des gens invivable dans notre monde. Et on voit, bien sûr, ce qui se passe maintenant avec des milliers de familles de disparus, moi que j'ai rencontré il y a un mois, j'ai recommencé un nouveau terrain et tout. Après, je vois la mise à jour, les nouvelles de ces personnes, en fait, les nouveaux traumatismes de ces personnes, etc. Donc vraiment, il y a des milliers de familles partout, dans toutes les villes. Comme on voit des haragas, et on voit des familles de disparus, parce que nous, on voit les haragas qui étaient expulsés et tout, mais après ces expulsions, déjà, il y a beaucoup de symptômes, des personnes désespérées, des tentatives de suicide, des dépressions, il y a beaucoup de symptômes. Et pendant cette recherche, dans le cadre de mon master de recherche en psychanalyse et médecine scientifique, c'était le lien entre la médecine et la psychanalyse à l'époque. Donc on a remarqué dans la prise en charge qu'on a fait les symptômes que développaient les mamans des haragas, dans le sens où des symptômes de, par exemple, les mamans de haragas, ils ne mangent pas les poissons parce que les poissons, ils ont mangé leur fils, donc c'est la chair de leur fils des haragas pour eux qu'on mange, nous tous. Donc, quand elle voit la mère, elle tombe évanouie, donc c'est le traumatisme même de voir la mère, de se laver, elle ne peut pas se laver parce que le contact de l'os, ça lui rappelle la mort de son fils, et la mère, elle est devenue... Donc, et après, il y a tous les symptômes de la personne disparue, de deuil pathologique, dans le sens sa chambre, elle est intouchable, sa place dans la famille, tu vois, toute la destruction de la famille, parce que en attendant son fils, donc elle va donner aucune importance à ses autres enfants. Donc c'est lui qui est parti, il doit venir et après on verra. Il n'y a aucun mariage, aucune fête, rien du tout. Donc c'est vraiment la catastrophe qui tombe sur la famille. Et donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire. Donc voilà, ça c'est une partie de ma recherche. C'était au début de ma recherche que j'ai développé on va dire que j'ai appliqué la théorie psychanalytique sur un sujet politique, social aussi, c'était le défi. Donc après ce master, j'ai dit non, c'est pas possible de comprendre un phénomène assez compliqué avec juste la psychologie clinique et la psychanalyse, très peu d'outils, très peu de savoir. Il faut élargir ma connaissance et ma formation, étant donné que j'étais à Paris. Donc voilà, pourquoi pas faire un master en sciences politiques, c'était l'occasion. J'étais entre philosophie, Sciences Po, anthropologie, mais c'était la même chose pour moi. Juste, il faut élargir la réflexion. Et je me suis inscrit à Paris-Dauphine. J'ai travaillé sur le mouvement étudiant pendant la Révolution, auquel j'ai participé. Et j'y étais témoin de ça. J'ai dit, c'est important d'écrire ce qu'on a vécu. On ne peut pas avancer et développer le pays ou se libérer de cette aliénation qu'on vit, ou double aliénation psychique et sociale, sans écrire des choses sur notre vie et tout. Donc, et après ce master, j'ai repris mon parcours de master de psychanalyse, de psychologue, et j'ai commencé un terrain j'ai travaillé en master sur les familles des disparus. Maintenant, je vais travailler sur les migrants. Les migrants, en tant que jeune, je vais les suivre parce qu'au début, je ne l'ai pas suivi. Parce qu'en fait, c'est un champ énorme de recherche, donc tu ne peux pas tout faire. Il y a des critiques, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas... Je ne peux pas tout faire, moi je suis pas... donc je suis un simple chercheur, voilà. Je peux faire une seule chose chaque fois. Donc j'ai commencé un nouveau terrain, et c'était... Je disais que j'avais la chance de travailler sur les haragas pendant l'apparition de l'État islamique. Parce que toutes mes hypothèses, ils étaient un peu, je sais pas, impactés ou développés, réfléchis à partir de cette double destination. Donc à l'époque, en 2014, c'était le flux migratoire. Moi, j'appelle ça flux migratoire, et je dirais pourquoi après. Donc il y avait un départ énorme des Tunisiens vers l'État islamique. Il y avait 7000 ou 8000. Après, les chiffres, ils sont pas clairs, parce qu'il y avait des enjeux politiques. Quand les islamistes ont le pouvoir, les autres, ils disent il y a 10 000, quand les autres ils sont au pouvoir, donc ils disent 5 000, et il y avait un jeu politique autour de ça, et il y avait une grande confusion des chiffres, donc, mais il y avait un nombre. On voit que les gens partent, il y avait le désir de partir vers Daesh,
Et quand je faisais mon terrain préliminaire, je rencontrais une personne qui, à Sousse, il était en train de boire de la bière, j'étais en train de faire un terrain. Et il m'a dit, si j'arrive pas à rejoindre l'Europe, il m'a parlé déjà de son humiliation, comment il est exploité par son chef, il travaille en plomberie dans une société, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Donc, et il m'a dit, si j'arrive pas à rejoindre l'Europe, je veux bien partir, etc. Et si j'arrive pas à rejoindre l'Europe, je m'engagerai à Daesh. Je vais aller à Daesh. C'est bien, ça c'est le coup fin que j'ai mis toutes les autres. Voilà, j'ai dit ça c'est intéressant. Donc voilà, pour lui, donc l'Europe, s'il n'y a pas l'Europe, il y a Daesh. Donc, donc c'est une alternative. Donc pour moi, donc lui, il veut la chose qui lie Daesh et l'Europe, c'est son désir de partir. Lui, il veut quitter la Tunisie pour revenir sur le traumatisme que les gens vivent en Tunisie. Donc voilà, il n'y a pas une différence donc, de désir. Donc lui, il veut partir en Europe. Si ça ne marche pas, il va partir en Syrie. Donc voilà, j'ai commencé à chercher des personnes comme lui pour confirmer ou infirmer cette thèse. Donc, et j'ai rencontré des personnes qui sont parties en Europe, qui sont réussies, des personnes qui sont parties, qui sont revenues, des personnes qui voulaient partir mais ça n'a pas marché, donc ils voulaient partir à Daesh, c'est comme le cas de Mourtad. Donc j'ai anonymisé tous les cas. Donc dans le doctorat, j'ai travaillé sur 10 cas. Dans le livre, j'ai cité que 6 cas parce que c'était pas possible. Donc, et après, j'ai, comme disait Madame Benslama, donc j'ai travaillé aussi sur des personnes qui sont parties à Daesh et après une désillusion de l'expérience de Daesh ou un échec aussi migratoire. Moi, je disais toujours migratoire parce que, voilà, la question de radicalisation, moi j'étais en train de faire ma thèse en France, il y avait beaucoup de débats, c'est un sujet de guerre en fait, le terrorisme. Donc quand tu fais... Et la plupart des chercheurs, il y avait tous des financements et tout pour reproduire, parce que c'est des ennemis donc, de la nation. Donc... Et moi, j'étais pas dans cette logique. J'ai essayé de ne pas tomber dans ce piège d'essentialisme, voilà, les musulmans, terrorisme, radicalisation, traitement de la radicalisation, toutes ces questions, j'étais critique. Moi, j'ai dit, voilà, ce sont des sujets qui veulent quitter la Tunisie, avant tout. C'est pour ça qu'après leur retour en Tunisie, il y a beaucoup qui voulaient, 2 personnes que j'ai citées dans le livre, ils voulaient partir en Allemagne ou au Canada, parce que c'est là-bas où s'appliquent les vraies lois de l'islam et les vraies valeurs de l'islam, donc la dignité, la liberté religieuse et tout, parce que pour eux, en Tunisie, on ne peut pas même pousser une barbe. On sait bien que depuis longtemps, nos parents, ils étaient interdits de pousser des barbes, à part les militants de gauche ou les islamistes qui sont emprisonnés. C'est des symptômes, c'est des signes aussi que les gens, ils n'ont pas même le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Donc voilà, cette hypothèse était... Donc, et après, en 2016, j'étais au début de la thèse, et il y avait l'attaque terroriste de Berlin, et il y avait un discours médiatique qui disait, voilà, un jeune Tunisien terroriste qui a brûlé une école en Italie. En fait, l'histoire de ce terroriste, il avait une histoire de terrorisme, de délinquance, etc., etc. Toujours le même discours, en fait, sur ces personnes, parce que, voilà, il y a une sorte de reproduction. Donc j'ai commencé mon enquête, je suis allé voir des personnes de sa famille, je suis allé voir des endroits où il a vécu, parce que c'est des endroits productrices des subjectivités aussi, parce que pour étudier un phénomène social ou politique avec la psychanalyse, il n'y a pas que la parole des gens, mais il y a les endroits, les espaces, en fait, qui créent des subjectivités. Je ne sais pas, grandir à Médecine, c'est pas comme grandir à Mutuelleville, donc il y a une sorte de structure, je ne vais pas dire, voilà, de personnalité, mais il y a des bases, en fait, une socialisation. Là, je pars sur la sociologie parce que ça répond mieux à cette question. Donc voilà, pour répondre aussi à la question de psychologiser ou pourquoi ne pas pathologiser les personnes, parce que moi j'ai rencontré des personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes normaux,
en fait, qu'ils étaient bien, qui m'ont bien accueilli, qui me respectaient et tout, et qui parlaient de leur, voilà, de leur vie. Et dans la plupart des entretiens, quand j'ai demandé, allez, parlez-moi de votre vie, tous les personnes des Haraga ou les jeunes qui veulent partir à Daesh, ils commençaient à parler de leur expérience post-conversion ou post-décision parce que pour montrer leur héroïsme, leur bravoure, voilà, eux, ils sont des djihadistes ou ils sont des haragas. Moi, je les renvoie, donc là, je fais le va-et-vient entre la sociologie et la psychanalyse, je les renvoie à leur enfance. Non, parlez-moi de votre enfance. Et là, on trouve des autres personnes qui ne sont pas terroristes ou qui ne sont pas des haragas, voilà, il parle, voilà, comme si, jusqu'à qu'il arrive à la période où il a décidé de passer à l'acte ou de changer ou de partir en Europe. Donc, et aussi, il y avait la question de psychologiser. Toujours, on dit que les haragas, c'est des fous. En fait, on dit, il y a le discours médiatique ou le discours un peu aussi de plusieurs chercheurs, parce que toujours le traitement de la question de la radicalisation ou le traitement de la question de la migration clandestine, il est financé par des bailleurs de fonds qui ont comme objectif la prévention de la migration clandestine. Donc, prévenir, en fait, il faut empêcher les gens de partir. C'est le postulat de base. Moussa Almed venait dès le début. Donc, c'est normal que les chercheurs, ils vont faire tout pour comprendre ces personnes, pour comprendre comment empêcher ces personnes de partir, ou faire tout pour comprendre comment les radicaliser. Ils sont devenus radicalisés, donc c'est pas pour comprendre les personnes. Donc il y avait beaucoup ça, et je comprends, il y a des rapports de pouvoir, nord-sud, il y a des enjeux politiques, c'est très compréhensif pour un chercheur qui vient du nord ou qui vient du sud, et c'est là la position, ma position épistémologique dans la recherche. Moi, je suis chercheur, je viens de la Tunisie, je connais des gens qui sont partis je sais pas, en Europe ou à Daesh, donc c'est quelque chose qu'on connaît en fait, qui n'est pas vraiment, qui débarque pas du ciel, qui sont pas nés pour devenir terroristes. Je me rappelle, j'étais dans une formation pour des étudiants américains, je parlais de cas, il m'a dit, ah, ça veut dire que les terroristes, ils sont pas nés terroristes. Ils pensaient, les gens, vraiment, qu'ils sont, et ça, c'est l'essentialisme culturel, et voilà. Donc, où il y a un autre discours qui dit, voilà, le problème c'est le texte. Donc, ça veut dire que si on va lire le texte 100 fois, on va devenir tous terroristes. Donc, non, moi j'ai dit, si on ramène le texte, je sais pas, si les Tunisiens sont chrétiens, ils vont partir à Daesh, en fait, en créant notre Daesh chrétienne. Donc voilà, c'est une dynamique sociale, historique, qui pousse ces personnes à partir. Donc voilà, et c'est beaucoup de questions, je ne sais pas par où. Oui. Oui, donc l'ambivalence. Donc voilà, il y a la question de l'amour et de la haine. Moi, ce que j'ai vu dans le discours des haragas ou des djihadistes, donc comme celui qui a dit si j'arrive pas à partir en Europe, je m'engagerai à Daesh, ça veut dire lui qu'il a un amour de l'Europe. Et comme, je ne vais pas généraliser, mais comme plusieurs Tunisiens qui sont nés ici, on est l'Occident aussi. L'Occident est ici depuis 1880 ou depuis la colonisation. Donc, on est traversé par les frontières, on est traversé par l'Occident. Donc, on est né et grandi avec les chaînes françaises, on s'habille en français, ils nous imposent de parler français, anglais et tout. Donc, il y a cet amour qui est ancré en nous, dans notre histoire, etc. Donc, il y a cet amour. Et quand il n'y a pas l'accès à l'Occident, cet amour devient une haine. C'est ça un peu la dynamique psychanalytique. Donc, si j'ai pas ça, je vais comme un enfant qui n'a pas ce qu'il désire et il peut le casser dès que la première occasion se présente. Donc voilà, il y avait cette ambivalence, et cette ambivalence, on la voit aussi dans les personnes qui sont parties à Daesh et après ils voulaient partir en Europe. Donc voilà, Daesh elle est bien jusqu'à qu'elle nous donne quelque chose, l'Europe elle est bien jusqu'à qu'elle nous accueille. Donc si elle nous accueille pas, on va se venger de l'Europe, etc.
Donc, il y a une autre question très importante, je trouve, que j'ai essayé de développer dans cette thèse en se référant au Border Studies, les études des frontières. Donc, c'est un champ d'études qui est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons et actuellement aussi en France, qui est lié aux approches postcoloniales aussi. Ça veut dire les approches postcoloniales. Ça veut dire l'impact de la colonisation sur la période postcoloniale, sur nous, en fait, sur nos parents et nos parents sur nous, parce qu'il y a toute une transmission intergénérationnelle. Donc, juste avant d'oublier, pour revenir à la question par exemple, des lieux et des subjectivités, par exemple, la Waslatiyya, le père de Anis Amri, quand il avait 10 ans, il a perdu son bras droite suite à une explosion d'une mine laissée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, on l'appelle traumatisme transgénérationnel. Le jeune qui a fait l'attaque de Sousse, qui voulait aussi partir et tout, et il avait 13 de moyenne. À la télé, ils ont dit délinquant, toute cette rhétorique qui se répète chaque fois, voilà, il a le drapeau de Daesh. Voilà, pour moi, en tant que chercheur, j'ai vérifié plusieurs fois, donc les cas que j'ai rencontrés, je ne sais pas les autres. Donc, il vient de Gafour, et Gafour, c'est une ville coloniale qui a été créée c'est une station de train qui vient de Gafsa, et cette ville, elle était punie, en fait, depuis l'époque depuis 87, depuis Bourguiba et après Ben Ali. Et c'était le lieu de résistance des militants tunisiens. Hamal Hamami à l'époque, Marzouk et tout ce clic, en fait, il allait chaque 8 mai, je pense, j'ai oublié, j'ai noté ici, et ils ont demandé qu'il soit la journée nationale contre la torture en Tunisie. Et cette ville, les écoles de la ville de Gafour, ils sont devenus des casernes militaires et de police. Donc toute la ville, moi quand j'ai demandé avant d'aller à Gafour, moi j'ai grandi à Monastir, et quand on se moquait de quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous savez qu'il y a le régionalisme, le localisme et tout, c'est le racisme populaire, je veux dire pas très institutionnalisé, mais je remarque là qu'il est un peu institutionnalisé. On se moque de quelqu'un, on lui dit « Ah, tu viens de Gafour, toi ». Donc, et là, quand je suis devenu chercheur, j'ai compris « Ah, et Gafour, elle est devenue Gafour parce qu'elle était stigmatisée pendant une période ». Donc, quand j'ai demandé à des personnes de Gafour de m'aider pour aller faire le terrain, et ils m'ont dit, bah moi je vais plus depuis 20 ans, c'est pas une ville. En fait, il y a un mauvais regard stigmatisant sur cette ville, etc. Donc je suis allé à Gafour et j'étais arrêté dans le poste de police où Nabil Baraket il était torturé. J'ai commencé à imaginer des choses pendant 2 heures. Ils m'ont dit, tu travailles sur le terrorisme, pourquoi les terroristes, on ne doit pas les comprendre, on doit les tuer. Et j'ai écrit tout ça dans le livre parce que c'est ça le plus important, la représentation des choses. Et après, j'ai réussi à aller rencontrer la maman de Saifeddine Rezvi, qui m'a montré ses bulletins pour comprendre. Il a son frère qui était mort un frère autiste, son petit frère. Oui. Et son deuxième frère qui était mort foudroyé. Donc, voilà, et lui, il a 13 de moyenne en Master 2, donc celui qui a fait l'attaque. Donc ça, voilà, ça nous donne des données pour réfléchir et pourquoi Sousse. Il était le meilleur breakdancer de sa ville et le plus jeune de sa ville quand il était adolescent. Il y a une vidéo, vous pouvez écrire Psycho, écrire Psycho, c'est lui. Donc, et il a fait l'attaque à Sousse. Donc c'est vrai, il y a l'embrigadement, il y a toutes les organisations de recrutement, de terrorisme et tout, mais il y a des subjectivités. Pourquoi lui et pas d'autres? Pourquoi lui et pas son frère, ou son voisin, ou son cousin? C'est ça aussi ce que donne la psychanalyse, le sujet. Et quand il parle dans les journaux ou quelques chercheurs, ils disent c'est une personne sans histoire. C'est une personne qui a une histoire, et toute personne qui a une histoire, même si son histoire, elle n'est pas en fait, elle n'est pas une histoire modèle et tout. Donc voilà, pour revenir à la Waslatiyya et Gafour, moi j'ai trouvé que c'est important. Donc l'espace, il peut créer des personnes radicalisées ou haraga et tout. Il y a des villes ou des villages il n'y avait aucune personne qui est partie au Harga en Tunisie. Donc moi je connais beaucoup de villages, j'ai fait des enquêtes, et ça pose des questions. Il y a une appartenance, il y a la question de faire communauté. Pour revenir à votre question
de l'accueil de la famille, au repas, etc., que les migrants, quand ils partent en Europe, la première chose, la première condition pour leur réussite, c'est de faire communauté. Il y a ça en sociologie, c'est réussir à faire communauté. Ça veut dire trouver des gens qui l'aident, qui l'accueillent, qui le prennent en charge ou qui l'hébergent. Donc, et s'il n'arrive pas à faire communauté, comme Anis Amri, il est arrivé en Sicile, il était condamné de 4 ans de prison. Donc, suite à ce qu'ils ont dit, il a brûlé une école. Et pour moi, en tant que chercheur, j'ai rencontré beaucoup des haragas et je suis la réalité et tout. Donc, il n'y a pas des migrants qui brûlent des écoles. Il y a, s'il y a, et qui brûlent quelque chose, ils brûlent des attentats pour se libérer, des matelas pour se libérer des centres de rétention. Donc, et c'était le cas. J'ai fait la recherche, j'ai rencontré des membres de sa famille, des potes à lui, ses amis. Et il était condamné de 4 ans en prison. Dans 4 ans en prison, il est devenu radicalisé dans la prison. Et après sa sortie de la prison, il a repris ses pratiques de vente des drogues et tout, parce qu'il n'y a aucune solution en Europe pour un sans-papier pour vivre, sauf il est exploité dans les champs d'agriculture et tout, sauf il travaille à l'économie clandestine. La vente des drogues, c'est l'économie clandestine. Et après, moi, ce que j'ai fait dans une expertise où j'ai dit, bah, ces personnes, ils vendent de la drogue, ils doivent avoir une retraite peut-être ou quelque chose, parce qu'ils vendent de la drogue pour des personnes des pays d'accueil. En fait, ils font un service, et quand ils sont arrêtés, avec la drogue, ils sont libérés jusqu'à une énième fois et tout. Il y a tout ce qu'on appelle le racisme institutionnel, en fait. C'est que après, qui vend de la drogue? C'est l'Algérien, c'est le Tunisien, c'est le Marocain. Mais ils vendent la drogue à qui? On ne parle pas. Donc voilà, il y a toutes ces choses que les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit. J'ai passé 2 mois au parc de Moabit où Anis Amri il a vécu. J'ai fait un séjour de recherche au centre Marc Bleur et ils m'ont financé pour faire un terrain là-bas auprès des personnes où Anis Amri il a vécu. Et j'ai vu des vingtaines de Tunisiens qui sont installés dans ce parc, qui vendent de la drogue pour les fêtards de Berlin et tout. Et voilà, donc il y a cette question. Oui, ouais. Donc s'il y a des questions... donc il y a juste une question pour juste et revenir après à la salle. C'est la question de traumatisme de l'immobilité. Donc, un jeune Tunisien, il a 15 ans, donc il a des rêves, des ambitions comme toute personne, et du coup, il pense partir, voyager comme toute personne dans un autre lieu du monde, et du coup, il se rend compte qu'il est interdit de voyager, tout simplement, en fait. Il ne faut pas beaucoup développer. Avoir un visa, c'est presque impossible pour tout le monde. Donc, il n'y a que des catégories, même maintenant, les médecins, les profs, ils n'ont pas le droit. Donc, moi, j'appelle ça un traumatisme, un vrai traumatisme que vit la jeunesse tunisienne quand elle n'a pas le droit à circuler dans un monde qui circule avec, voilà, l'Italie à 100 km, à 60 km Lampedusa, mais ils sont obligés de lire les langues européennes, de s'habiller. En fait, l'Occident, il vient, mais eux, ils ne vont pas. Et ils sont obligés d'être occidentaux. Donc voilà, il y a toute cette question, et j'ai travaillé aussi une partie intéressante que je vous invite à lire, je ne fais pas la publicité, mais parce que ça concerne tout le monde, je pense, qui est l'impact de refus de visa sur les gens. Donc comment on a un visa? Parce que quand on dépose un visa, normalement on remplit les critères, sinon notre dossier n'était pas accepté. Mais le problème, quand on dépose un visa, et on remplit les critères, mais on n'a pas le visa. Voilà, on ne parle pas de la perte d'argent et tout, etc. Et la réponse des consulats, c'est quoi? Votre intention de revenir, de quitter le pays d'accueil, vous n'avez pas la bonne volonté de revenir chez vous après votre séjour. Donc c'est un diagnostic psychiatrique, comme si, moi je me rappelle de Frantz Fanon aussi, quand il parle de Nord-Africains à l'époque, comment il était considéré par l'école d'Alger, de débile, qu'il a une abolie, ça veut dire une mauvaise volonté. Donc il a un jugement de la part d'un agent qui travaille dans TLS Contact ou dans les autres consulats, qui n'a pas la bonne intention. Donc il est du coup rejeté de l'Occident, de l'accès à la civilisation, à la modernité, donc il est infériorisé. Et ça nous rappelle de tous les postulats de l'école d'Alger, développés par Antoine Porot,
à l'époque qui dévalorise le nord-africain et tout parce qu'il n'est pas apte à devenir civilisé, etc. Donc je fais le lien aussi entre le processus colonial de infériorisation de population pour la domination et le lien de la hiérarchisation raciale à travers la mobilité. Un Tunisien, il a droit à visiter 67 pays. Un autre, par exemple, européen ou japonais, il a droit à visiter 190 pays. Ça veut dire l'autre, il est au sommet de la civilisation, des personnes civilisées. L'autre, il manque d'humanité, d'humanisme, de civilité, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions... Merci beaucoup pour cet échange. Je suis ravi d'écouter ton cas. Enfin, ouais, j'avais 3 questions qui étaient complètement différentes en fait, mais je voulais les poser quand même. La première question, c'est sur enfin voilà, je suis sociologue, du coup, la méthode d'enquête et comment tu as pu accéder du coup à ces harem. Une deuxième question porterait sur l'idée de, bon, je ne suis pas du tout du coup de la psychanalyse, je maîtrise assez mal, mais la question du saut épique. En fait, je me posais la question et voilà, il y a eu un film tunisien qui a été primé récemment autour de l'immolation par le feu, voilà, Ashkel. Je me demandais si, voilà, cette question du saut épique, j'imagine que peut-être dans ta thèse, avec les 10 cas par rapport au 6, tu as été confronté à cette question. Et la troisième question, qui est un peu connexe à la deuxième, qui était, quel traitement tu fais de la violence le traitement que tu fais de la violence chez les sociologues et chez Bourdieu, il y a un truc sur la conservation de la violence qui explique des logiques de reproduction sociale, je ne sais quoi, enfin je maîtrise assez peu, mais cette question de la violence en fait dans ton travail. Alors, je te remercie. Je réponds. Il y a une deuxième question. Donc, oui, quatrième, oui. Merci. Je suis psychologue clinicienne, docteur en neuropsychologie. Je travaille à l'hôpital Asie dans le service de pédopsychiatrie. Donc voilà, psychiatrie d'enfants et d'adolescents. Je suis d'accord avec toi, Wael, quand en voulant éviter de psychiatriser les sujets que tu as vus, que tu as questionnés, on a l'impression que tu as vécu avec eux un bon moment, qui était le moment de l'enquête, de ton travail de recherche. J'applaudis ça. Et j'avais envie aussi de savoir comment tu as fait. Est-ce que tu étais obligé d'avoir des autorisations, etc. Ça, c'est le côté vraiment pratico-pratique de la chose, parce que ce n'est pas évident de voir ces personnes. Puis ma deuxième interrogation est la suivante. Sans tomber dans la psychiatrisation aussi, par rapport au fonctionnement psychologique, sans vouloir psychopathologiser la chose, moi je pense que les personnes qui sont confrontées à cette réalité que tu nous as décrit, à ce vécu que tu as décrit, Harqa, Jihad, etc., je ne peux pas rentrer dans les détails de ton travail. Moi, je crois que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ce phénomène de vie. Moi, je crois qu'il y a une prédisposition psychologique, psychosociologique, familiale, culturelle, contextuelle, qui fait que moi, je ne peux pas vivre ça, je ne me l'autorise pas, même si je suis dans un état de marasme, de traumatisme face à la mobilité. Actuellement, nous savons tous que les visas sont presque interdits. Moi, je ne le vis pas en tant que traumatisme. Pourquoi moi, je ne le vis pas en tant que traumatisme ou en tant que privation de droit? J'ai écouté hier l'interview de Yasser Ralbi et un responsable, le responsable numéro 2 de TLS quelque chose sur Tunis. Et pourquoi l'autre va le vivre en tant que privation de ses droits de liberté, de mobilité, etc. etc. Bref, moi, je veux juste
réfléchir avec toi, avec nous, enfin avec tout le monde, sur cette prédisposition psycho quelque chose, d'accord? C'est plurifactoriel, il y a plusieurs variables qui font que X peut tomber dans le piège de la harqa et du jihad, parce que moi j'appelle ça un vrai piège, parce que les gens sont ignorants, ils ignorent qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui leur attend de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne sais pas, est-ce que c'est par ignorance, est-ce que c'est par identification à l'agresseur, est-ce que c'est pour fuir quelque chose en Tunisie? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que, une fois là-bas, il y a autre chose. Il y a 36 000 facteurs qui vont entrer en jeu. Et pourquoi lui va-t-il tuer et moi non? C'est ça, moi, mes interrogations depuis 2016, quand j'ai assisté à la fac, et c'était, je crois, le premier colloque de solidarité, de psychologue solidaire. Je me rappelle, je ne sais pas, quand tu as présenté les prémices de ton travail à la faculté, c'était là mes interrogations. Moi, c'était ça mes interrogations. Pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? Voilà, merci. C'est une question de 2016 alors. Oui, c'est déjà toute la problématique de 2016, elle n'était pas résolue parce qu'il n'y avait pas vraiment des bonnes réponses, je trouve. Donc je vais commencer par vous répondre, par te répondre Roudé, et après Mine. Donc pourquoi lui et pas d'autres, comme j'ai bien montré dans le livre, moi j'ai pas généralisé, il n'y a pas un profil de harag ou profil de radicalisé, donc chacun a son histoire, chacun a son vécu, sa subjectivité, comme j'ai bien montré pourquoi Anis Amr il est devenu terroriste, parce qu'il y a pourquoi. Et pourquoi Saïfeddin Rizk? Donc bon, c'est des hypothèses, parce que c'est des personnes qui sont parties. Mais j'ai montré aussi pourquoi d'autres personnes, ils ont changé de destination, ils sont partis, ils sont revenus. Donc chaque personne, il a ses blessures. Moi, je vais parler pas de pathologie, de blessures. Et on a de fragilité psychique. Et la fragilité, comme l'a montré Madame Beslama tout à l'heure, donc les jeunes, en fait, notre société, elle est malade, en fait. C'est une société. Il faut soigner, comme disait la psychiatrie institutionnelle. Donc moi, je suis fan de ça. Donc il faut soigner la société avant de soigner le malade. Ou il faut soigner l'hôpital ou l'institution avant de soigner les malades. Donc il y a cette fragilité structurelle. Et après, il y a des cas par cas. Ça dépend. Moi, je ne peux pas dire que les haragas sont comme ça, comme beaucoup de personnes disaient. Il y a plein de recherches qui disent voilà, le harag c'est ça, et ils ont la solution. Tout le monde a tu écoutes la radio tous les jours, les personnes, moi j'écoute, ils parlent des solutions, voilà, tout est clair, il faut encourager le développement dans les pays d'origine, et du coup ils vont plus partir, c'est ça la logique. Donc il faut les enfermer chez eux, et en créant des maisons de culture, des trucs comme ça, sans qu'ils ont accès à la culture universelle. Donc voilà, il y a ça, et après il y a la question de l'internalisation des frontières aussi, de la politique migratoire, qu'on vit dans un monde où maintenant le halak même, il part clandestinement. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu en penses, pourquoi tu es parti, tu dis ou pourquoi l'Europe ne vous donne pas un visa, il te dit parce qu'on n'est rien, on est des Arabes, on est des Tunisiens, on n'est pas civilisés. Donc il intériorise un discours qui existe depuis des centaines d'années, ce discours. Moi, c'est ça le lien que j'ai fait avec Fanon et les travaux, que Fanon, il a vécu en Tunisie, en Algérie, il était psychiatre à Razi, à Charles-Nicolle 2 ans, et il avait l'accès aux paroles des gens à l'époque. Il parlait, par exemple, je ne sais pas si je vais citer rapidement un de ses passages, il parle du rêve de l'indigène. Juste pour faire le lien avec la question de la mobilité, qui est une question très importante. Après, Wael, excuse-moi, mais je vais te demander de faire un peu court. Réponds bien sûr à la question, mais comme je vois qu'il est 19h, peut-être il faudra répondre rapidement aux questions. D'accord. Donc je ne sais pas, il est où le rêve, mais voilà, je vous invite à la page 290 ou écrivez le rêve de l'indigène sur Google, vous allez tout trouver. Donc il rêve de courir, de voler et tout, parce qu'il est toujours empêché de marcher, il y a les checkpoints, il est enfermé et tout, mais là c'est la réalité
des jeunes Tunisiens qui veulent partir en fait, parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand tu es empêché, c'est lié à la psychanalyse des sujets empêchés de, comment il s'appelle, de Paul Laurent Hassoun. Donc, quand le sujet est empêché de faire quelque chose, et là, en tant que psychologue, j'ai vu ça pendant le Covid avec des patients français, quand la mobilité est touchée, tout est bloqué, en fait, toute la vie est bloquée, parce que ça fait partie de la vie. Tout le processus créateur, l'imagination, on ne peut pas imaginer un monde qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, et l'imaginaire, après, il est un peu... il est rempli à travers des institutions imaginaires. Castoriadis, il a parlé de ça. Comment la bureaucratie, elle impacte l'imaginaire des gens. En fait, l'attente, la question d'attente de visa, maintenant l'attente de rendez-vous et tout. Donc voilà, il y a des personnes qui intériorisent cette question que maintenant on banalise l'immobilité. Voilà, on est immobile et ça va, on ne va pas devenir des haragas. Mais là, on est en train de voir que tout le monde parle de la haraga. En fait, c'est devenu une norme. Moi, je traverse les rues tous les jours, tout le monde, les marchés, les amis, moi-même, tu es de retour en Tunisie, t'es fou, les gens partent et toi tu reviens. En fait, tout le monde, la famille, la société, les étudiants que j'enseigne, mais monsieur, s'il te plaît, mais pourquoi de retour? Mais laisse-moi tranquille, je droit de... C'est normal qu'on revienne, qu'on parte, on n'est pas obligé, en fait, on est humain que quand on est là-bas, en fait, pour les gens. Donc, il y a une certaine banalité de ça. Donc pour revenir à l'accès au haraga, moi j'ai fait, comme disait Madame Islam, donc je travaille sur des personnes clandestines. Donc j'ai fait ma recherche en tant que personne, en fait une recherche clandestine. J'ai pris aucune autorisation et c'était un choix pour moi. Je veux voir les personnes dans leur cadre. Parce que si je prends une autorisation pour rencontrer les personnes dans la prison, donc je passe par la porte de la prison, ça veut dire que je vais représenter l'institution et du coup j'ai un discours. Sûrement que j'avais des discours aussi dans un cadre informel. Donc les haragas, je les rencontrais à travers ils sont partout, il faut juste avoir le courage d'aller vers eux. Et les radicalisés de 2016, il y avait partout, on entendait dans les quartiers, j'avais des amis avocats, des amis partout. Et surtout quand les gens savent que tu travailles sur cette question et que tu le dis, et que tu dis que je suis en train de chercher des gens qui voulaient partir à Daesh ou qui étaient en Europe et maintenant, ou qui étaient à Daesh et maintenant en Europe, bah, tu as les gens qui t'envoient des messages, de tout, ah ouais, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, il faut en parler aussi de la recherche dans les milieux populaires, avec les amis et tout. Une recherche, ça ne se parle pas dans un laboratoire. Moi, ma recherche, je l'ai discutée avec les gens. Et tout ce que j'ai appris, comme disait Freud, c'est ce que mes patients ou les gens m'ont dit. J'ai rien ramené de ma tête, j'ai retranscrit des entretiens et... Donc la question de la violence, bon c'est... La violence, j'ai pas bien compris ta question, mais la violence, la violence elle est déjà là. Il y a dans toute personne le désir d'autodestruction, de destruction, la haine, il y a une violence qui est impactée par un processus historique. En fait, des personnes qui ont vécu de la violence, ils vont la refouler, ils ont la... Comme nous disait Madame Islam aussi, dans le sens où Daesh, elle a fait une offre djihadiste, genre. Et il y a une vidéo que j'ai trouvée sur le site de Daesh qui est très intéressante en termes de contenu. Entre les deux migrations, qu'est-ce que vous préférez? Donc, elle montre l'accueil des migrants en Europe, bien sûr, elle montre le mauvais visage, le pire de l'Europe et le jeune d'Aylan, le Turc qui était mort, et l'accueil, les matraques, la police en Hongrie, et après l'accueil des Daeshiens, de l'État islamiste, des migrants musulmans, et la générosité à l'oriental et tout. Donc, et qu'est-ce que vous allez choisir? Et elle met des versets coraniques et tout, donc il y a un concept qui était développé par Fethi Beslama, donc il offre djihadiste, il y a cette fragilité psychique et structurelle, et qui va croiser une offre. Donc, Anis Amri, par exemple, quand il est sorti de prison, il a essayé de gagner de l'argent, tout simplement, d'avoir une vie meilleure pour envoyer sa famille et tout, mais il a trouvé que l'offre djihadiste. Mais c'était en 2016. S'il était maintenant, il ne va pas. Les gens maintenant, ils ne vont plus à Daesh parce qu'il n'y a plus Daesh. Donc c'est un contexte aussi qui m'a mis à réfléchir dans cette direction et que maintenant peut-être c'est autre chose. C'est pour ça que je continue à faire du terrain.
Et pour revenir au saut épique, je ne sais pas qui m'a posé la question sur le saut épique. Donc le saut épique, moi c'est un concept de Fethi Benslama que j'ai... Lui il parlait de la radicalisation surtout, mais moi puisque je travaille sur ce terrain, je l'ai un peu appliqué ou hybridé avec la question de la Haga et sur la question de la religion industrielle. C'est un livre de Pierre Musso, un philosophe français, qui parlait comment le christianisme, il a orienté le désir des gens vers l'industrie, dans le sens le paradis terrestre. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette question, parce que l'Occident c'est le paradis aussi, mais terrestre. Mais le paradis créé par l'industrie. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Une voiture, une BMW, un Nike, tout ce que vous voulez. Regardez les productions de l'industrie. Donc voilà, vous avez ça. C'est pour ça que les gens ils partent. Et ils partent à Daesh aussi parce qu'il y a un paradis. Mais le paradis, s'ils vont mourir, et c'est ce que Daesh elle a travaillé sur ça. Si vous allez en Europe, vous allez mourir à la mer, dans la mer, et du coup vous allez en enfer. Et si vous allez partir à l'État islamique, vous allez déjà faire le djihad avec nous et avoir tout ce que vous voulez, femmes, argent, etc. Et si vous allez mourir, vous allez au paradis. Donc, le paradis contre un paradis. Et les gens, ils sont pratiques dans leur réflexion, plus ou moins. Ils s'adaptent aux offres. Il n'y a pas d'autre offre. Maintenant, peut-être il y a autre offre. C'est voilà, le film de brûler. Les gens, ils se suicident, comme le joueur de foot et tout, parce qu'aucune porte est ouverte, Daesh ou autre. Donc, voilà. Donc et après, chaque fois, il y a plus de restrictions de visa, il y a plus de traumatisme, il y a plus de gens qui vont partir. Parce que un des migrants, il m'a dit, bah, les médecins ils sont partis, les ingénieurs ils sont partis, nous on va crever de faim et de maladie ici, bah, on suit nos élites, quoi. Donc du coup c'est, vous voyez, en fait il y a une logique, et après c'est un départ migratoire, comme les oiseaux qui migrent. Donc si les gens partent pour trouver quoi manger, voilà, je sais pas. Voilà, merci. Nous l'écoutons pour la dédicace, il vaut mieux arrêter les questions, sauf un mot. On fait la deuxième partie. Une prochaine fois, oui, on programme une deuxième partie. Oui, je pense. La causette est tellement agréable. Donc merci beaucoup Katia, l'IRMC, mes collègues psychologues et chercheurs, enseignants, immigrés, d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Si vous voulez faire signer des livres, je pense que Wael a un stylo. N'est-ce pas, ouais? Oui. J'ai un stylo. Bien sûr. S'il y a des dédicaces à faire. Avec Son visa.